Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce jeudi, le 6 avril 2023, également le 15 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier son homologue chypriote Nikos Christodoulidis qui effectue sa première visite dans la région depuis son élection en février dernier. Lors de cette rencontre, les discussions ont été tenues, suivies par des entretiens élargis entre les délégations des deux pays. Voici les détails dans ce compte rendu. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chypriote, Nikos Christodoulidis, sont convenus hier au Caire de poursuivre le partenariat stratégique entre les deux pays et de promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment l'énergie, le commerce, les énergies propres et renouvelables, en plus de promouvoir les relations économiques et militaires. Les deux homologues ont également convenu, lors d'une conférence de presse conjointe au palais de l'Ettahadiyya, de poursuivre la coordination étroite au niveau politique sur toutes les questions d'intérêt commun. Le président el-Sisi a exprimé son aspiration à plus de coopération et de coordination entre l'Égypte et Chypre au cours de la prochaine période, afin de parvenir à la prospérité des deux peuples amis. Il a valorisé les contributions appréciées du président chypriote au cours des dernières années au renforcement de la coopération conjointe et du partenariat stratégique entre les deux pays et la précieuse contribution de l'ancien président chypriote, Nikos Anastasiades, au renforcement des liens d'amitié entre l'Égypte et Chypre. Lors d'une conférence de presse, le président el-Sisi a indiqué avoir passé en revue, lors de leurs pourparlers, les différents aspects de coopération entre les deux pays, étant donné qu'ils étaient d'accord sur l'importance de préparer le deuxième tour du comité supérieur conjoint afin de réaliser un saut qualitatif dans tous les aspects de la coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'énergie. Dans ce contexte, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre plusieurs projets communs dans le cadre du mécanisme de la coordination tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, étant un modèle de la coordination et de la concertation entre les pays méditerranéens, tout en valorisant le choix du président chypriote pour visiter le Caire, étant sa première destination étrangère dans la région après son élection à la présidence en février dernier, marquant aussi le souci de poursuivre les relations stratégiques entre les deux pays amis au niveau officiel et populaire. El-Sisi a de même souligné les efforts continus pour parvenir à un règlement juste concernant la question du barrage de la Renaissance et pour parvenir à un accord juridiquement contraignant pour remplir et faire fonctionner le barrage d'une manière répondant aux aspirations de tous les peuples à se développer côte à côte. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Grafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, la première visite du nouveau président chypriote à l'étranger est en Égypte. Est-ce un message? Et également, comment voyez-vous les relations entre l'Égypte et Chypre à présent? Un message absolument, c'est-à-dire relation excellente, partenariat sur tous les niveaux, et une importance donnée à l'Égypte qui certainement qu'elle la déserve. Oui. Alors, il a justement visité la Grèce et puis, comme vous avez dit, c'est la première visite à l'étranger. Il est venu au Caire voir notre président. Ils ont discuté de tout, politiquement, stabilité, sécurité dans la région. Ils ont parlé du Liban, de la Palestine, de la Libye, tous les dossiers qui concernent cette zone. Ils ont discuté, les points de vue sont identiques, disons. Vous avez mentionné le barrage de Renaissance, certainement. Chypre adopte exactement la même conception de l'Égypte pour achever un contrat, disons, une solution ferme, solide et durable. Sur le plan relations bilatérales, nous avons tellement de choses en commun, le lien électrique avec eux, on a discuté certainement la formation du hub pour le gaz dans la région est-méditerranéenne. Ils ont parlé de l'usage de
usine de liquéfaction pour l'hydrogène, les puits justement et le gaz en provenance de Chypre. C'est-à-dire, bref, ils ont parlé de tout. Ils ont inauguré un nouveau forum d'affaires entre les deux pays pour justement augmenter les relations économiques et pour que ça couvre pratiquement tout. Parfait. Également, le président chypriote est accompagné du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Énergie. C'est un signe? Absolument. On a parlé du lien électrique entre l'Égypte et donc l'énergie. Gaz, c'est toujours l'énergie. Et puis, on doit mentionner que notre président a confirmé que nous adoptons la solution de Chypre en général, qui doit suivre toutes les normes et toutes les régulations, etc., internationales. Actuellement, avec cette alliance entre l'Égypte, la Grèce et le Chypre, comment voyez-vous cette alliance stratégique, surtout avec les conflits de part et d'autre dans la région de l'Est méditerranéen? Ça donne un sentiment de sécurité et de stabilité dans la région. Maintenant, le gaz a vraiment lié les trois pays de manière à ce que ça présente une force régionale assez intéressante et assez importante. Et justement, ça ouvre les possibilités de coopération entre cette zone et l'Europe et beaucoup d'autres endroits dans le monde. C'est une alliance stratégique qui c'est un modèle, si je veux dire, donc, qui maintient les intérêts communs avec respect de tous les partis. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette autre information. Les tensions sont montées dans les territoires palestiniens hier après que la police israélienne a pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa à l'aube, frappant sévèrement et arrêtant des dizaines de fidèles. Les policiers auraient blessé une cinquantaine de personnes, détruit la clinique médicale d'Al-Aqsa, empêché les ambulances de se rendre sur les lieux pour aider les blessés et briser les fenêtres et les portes de la mosquée Al-Aqsa. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que ses équipes à Jérusalem avaient secouru 12 blessés lors d'affrontements près de la mosquée et à l'extérieur des murs de la ville. 3 personnes ont été transportées à l'hôpital et 25 autres ont été arrêtées avant d'être libérées des centres de détention israéliens. La mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est le 3e lieu saint de l'islam après la grande mosquée de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine. Des prières de Tarawih sont accomplies dans cette mosquée par un grand nombre de personnes pendant le Ramadan. Cependant, elles font face à l'ingérence de l'armée israélienne et de la police israélienne. Les autorités israéliennes ont décidé de boucler complètement les territoires palestiniens jusqu'à samedi minuit en raison de la fête de Pâques. Les fidèles musulmans sont donc restés à la mosquée car ils n'auraient pas pu y revenir pour la protéger ou prier pendant ces jours-là. La police israélienne a arrêté 2 colons qui avaient l'intention d'entrer dans les cours de la mosquée pour offrir un sacrifice pour la Pâque. Elle a déclaré avoir évacué plus de 350 personnes de la mosquée, ajoutant avoir arrêté des individus masqués, des lanceurs de pierres et des individus soupçonnés d'avoir profané la mosquée. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a affirmé que ce qui se passe à Jérusalem est un crime majeur contre les fidèles et qu'un processus de judaïsation de la mosquée Al-Aqsa est en cours dans le but d'empêcher les musulmans d'y prier. Il a ajouté que prier à la mosquée n'a pas besoin de l'autorisation de l'occupation. C'est notre droit, a-t-il affirmé. La présidence palestinienne a affirmé que le fait de franchir des lignes rouges sur les lieux saints conduirait à une escalade majeure.
L'Égypte, le Koweït, l'Iran, la Ligue arabe, le Qatar, l'Organisation de la coopération islamique et la Turquie ont également condamné la répression israélienne. Tor Wennesland, coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, s'est dit consterné par les images de violence à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Gheit, a condamné dans les termes les plus fermes la prise d'assaut par les forces israéliennes de la mosquée Al-Aqsa, l'attaque contre des fidèles et l'arrestation de près de 400 Palestiniens. Aboul-Gheit a indiqué que ces actes irresponsables dans les lieux saints affectent les sentiments religieux des millions de musulmans à travers le monde entier, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. Dans un communiqué, le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé la communauté internationale, représentée par les États membres du Conseil de sécurité, à agir rapidement pour amener Israël à stopper cette escalade dangereuse. Et le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a discuté mardi des moyens de renforcer les relations avec Israël lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président émirati a déclaré que les accords négociés par les États-Unis et signés en 2020 pour normaliser les relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan avec Israël ont fourni un cadre supplémentaire à ces pays pour collaborer dans de multiples domaines et secteurs. Au cours de leur entretien, Cheikh Mohammed a également réaffirmé que son pays travaillerait avec Israël et d'autres pays arabes pour assurer la paix dans la région. Depuis le début de l'année 2023, les conseillers à la sécurité nationale des États-Unis, des Émirats et de Bahreïn et d'Israël ont examiné l'approfondissement de l'intégration régionale. Des discussions qui se sont inscrites dans le cadre de l'augmentation du nombre d'États arabes normalisant leurs relations avec Israël, un objectif sur lequel se concentre l'administration du président américain Joe Biden. Ces 4 pays ont également parlé de l'énergie propre et de technologies émergentes de sécurité régionale et de relations commerciales, selon un communiqué conjoint. Et le ministre jordanien des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie européenne ont discuté des mesures illégales prises par Israël contre les Palestiniens et des efforts pour mettre terme à la crise syrienne lors d'une réunion à Bruxelles. L'agence de presse jordanienne rapporte que Ayman Safadi et Joseph Borrell se sont longuement entretenus dans le cadre de la tournée du ministre en Europe pour promouvoir un partenariat avec l'Union européenne en vue d'aider à résoudre les crises régionales ainsi que de garantir la sécurité et la stabilité. M. Safadi insiste sur la nécessité que l'Union européenne soutienne la solution à 2 États, rejette la colonisation et la confiscation de terres et s'engage à respecter le statu quo historique et juridique de Jérusalem ainsi que ses lieux sacrés islamiques et chrétiens. Il a également mis en garde contre les dangers de la détérioration continue des territoires palestiniens occupés. Les mesures israéliennes illégales alimentent la violence et zappent la solution à 2 États. Il faudrait absolument y mettre terme, insiste M. Safadi. Les 2 hommes ont discuté des réunions de Aqaba et de Sharm el-Sheikh ainsi que des efforts déployés pour empêcher l'escalade et activer le prêt. Ils ont également passé l'initiative de Jordanie pour résoudre les problèmes humanitaires, sécuritaires et politiques en Syrie et préserver son intégrité grâce à un engagement arabo-syrien direct, ajoute M. Safadi. Ils ont également évoqué la crise des réfugiés et ont souligné la nécessité de leur fournir, ainsi qu'aux pays d'accueil, un soutien international continu. Les 2 parties ont de même abordé les préparatifs en cours de la 7e conférence de Bruxelles sur le soutien à l'avenir de la Syrie et de la région de l'Union européenne devrait organisée en juin 2023 à Bruxelles.
Et le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a lancé un avertissement solennel mardi aux autorités tunisiennes pour faire cesser les discours de haine raciste, en particulier envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Le comité s'est dit alarmé par les propos tenus par le chef d'État tunisien Kais Saïed fin février, alléguant que des hordes de migrants illégaux en provenance des pays africains subsahariens s'inscrivaient dans un plan criminel visant à modifier la composition du paysage démographique de la Tunisie et étaient à l'origine de violences, de crimes et de pratiques inacceptables. Le comité a estimé que de tels propos sont contraires à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dont il a pour mission de surveiller le respect par les parties prenantes. Il s'est dit profondément préoccupé par une recrudescence des discours de haine raciale en Tunisie à l'encontre des migrants des pays subsahariens sur les réseaux sociaux et certains autres médias, y compris les discours de haine raciste tenus par des personnalités privées et des partis politiques. Le comité est également gravement préoccupé par le fait que cette vague du discours de haine et de discrimination a conduit à des actes de violence contre les migrants, notamment des agressions physiques et des expulsions de leur domicile et de leur travail. Il a également alarmé par les informations faisant état de nombreuses arrestations arbitraires de ces migrants, dont des femmes, des enfants et des étudiants menées par les forces de l'ordre. Le comité a demandé à la Tunisie de cesser immédiatement les arrestations et les détentions collectives de ces migrants, de libérer ceux qui sont détenus arbitrairement et de permettre à ceux qui choisissent de demeurer, de demander l'asile et de le faire. Et en dépit de la trêve conclue au Yémen, la vie des civils et des enfants vivant dans ce pays déchiré par la guerre est menacée. En effet, depuis le début de la guerre qui a éclaté en 2015, les membres de la milice Houthi ont semé des mines dans les vastes étendues de terre. Les opérations militaires ont certes diminué en intensité, notamment après la trêve conclue sous l'égide des Nations Unies en avril 2022. Les mines terrestres continuent toutefois de faire des victimes parmi les civils. C'est ce qu'a déclaré Faris Al-Hmayrar, directeur exécutif d'un groupe de bénévoles qui répertorie plutôt les victimes de mines terrestres à travers tout le pays. Au moins 40 civils sont tués chaque mois par des mines terrestres, des engins explosifs improvisés et des munitions non explosées depuis la signature de la trêve qui a officiellement pris terme en octobre, mais qui est encore largement respectée. Les organisations humanitaires peinent également à rejoindre les personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont beaucoup ne peuvent pas rentrer chez elles. Ces obstacles qui entravent l'aide humanitaire ne datent pas d'hier. En avril 2019, un rapport de Human Rights Watch a souligné que les mines terrestres placées par les Houthis empêchent les groupes d'aide humanitaire de rejoindre les communautés vulnérables, et ce depuis le milieu de l'année 2017. Les mines terrestres, les engins explosifs et les munitions non explosées menacent particulièrement les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, selon un récent rapport de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.